Comment gérer le changement et en général les sentiments négatifs qu'il véhicule? Eh bien justement, par l'intelligence émotionnelle et en particulier par le bon usage des 4 sentiments de base, dont on dit d'ailleurs qu'ils composent pratiquement tous les autres, la joie, la peur, la colère et la tristesse. Prenons un exemple. J'ai un discours à faire dans une période critique impliquant des changements de comportement. J'ai intérêt, auprès de mes équipes, à utiliser successivement ces 4 sentiments. Mesdames et messieurs, je suis triste de constater que ce département export a perdu plus de 50% de son activité. Et j'ai peur d'ailleurs que si la tendance se confirme, nous devions fermer ce département. Ce qui me met en colère, compte tenu des investissements, des efforts que nous avons déjà déployés pour ce département. C'est pour ça que je vous propose un plan de redressement dont je suis sûr que vous et moi, nous aurons le plaisir, la joie de fêter le rétablissement de ce département à l'export. Merci d'avance. Deuxième usage de cette stratégie des 4 sentiments de base, c'est ce que j'appelle la vallée des pleurs. Dans les phases de changement en général, les personnes en opposition ont tendance à passer par 4 sentiments. Et bien sûr, ce sont ces 4 mousquetaires. En général, quand on annonce un changement, la première étape est une phase de déni, manifestée par la colère, par l'explosion de colère. Les gens ne veulent pas en entendre plus, et d'ailleurs cette colère leur permet de ne pas avoir encore peur, et de penser que cette colère suffira à faire baisser la garde de ceux qui prônent le changement. Et puis quand ils voient que cette colère n'a pas d'impact, et que les décisions perdurent de changer, eh bien ils vont passer à la deuxième étape, qui est une étape de peur. Et si la direction générale mettait vraiment en œuvre ce qu'elle dit? J'ai peur que ces types finissent par réaliser leur projet. Troisième étape, le changement commence à se dérouler. Certains changent par exemple de lieu d'établissement. Eh bien là, la tristesse règne. Oh, c'est pas l'inconnu, je n'ai plus peur, mais je suis triste. J'ai la nostalgie de la belle époque. J'ai la nostalgie de l'ancien lieu. Et dernière étape, les années ont passé. Oh, finalement, ce nouvel endroit a aussi du bon. Allez, il y a toujours du plaisir là où on le trouve. Eh bien, à chacune de ces étapes, le bon manager émotionnel aura intérêt à appliquer une politique appropriée. Face à la colère, l'évitement. Toujours se retirer face à la colère, qui est une pression, et on ne négocie jamais sous la pression. Et de toute façon, vous ne seriez pas entendu. D'ailleurs, regardez bien. Dans les films, quand on voit un pontife, un pharaon en colère, il finit toujours ses phrases par une demande explicite. « Ôtez-le-moi de ma vue, disparaît sous terre ». Donc, on va l'écouter. Première étape, on disparaît. On saute de la vue des gens qui sont en colère, qu'ils tapent dans du vide. Deuxième étape, la peur. Et la peur appelle quoi? Elle appelle la réassurance par des politiques objectives, des informations réelles objectives, faire toucher du doigt, présenter le nouveau lieu, faire toucher la réalité du doigt. Troisième étape, la tristesse. Eh bien la tristesse, qu'est-ce qu'elle appelle? La présence, le partage, la compassion. Moi aussi je suis triste, moi aussi j'aimais cet ancien quartier, comme vous je pleure. Et puis dernière étape, la joie. Eh bien c'est la célébrer, la faire durer, en faire un événement et fêter la première année anniversaire. Voilà autant d'exemples de ce que nous appelons aujourd'hui l'utilisation des 4 mousquetaires ou de l'intelligence émotionnelle, en particulier dans des phases de peur bien représentées par les nécessités du changement. La mauvaise utilisation de ces 4 sentiments peut être désastreuse. Vous avez effectivement des personnes qui ont l'art de traiter les sentiments par les actions qu'ils ne réclament pas. Prenons un exemple. La colère appelle la disparition. Et inversement, la tristesse appelle la surprésence. Eh bien, vous avez des personnes qui font l'inverse. Vous avez des personnes qui font une surprésence face aux gens qui sont en colère et qui vont même vendre du pathos, de la compassion et de l'affectif.
Le mari ou l'épouse est en colère et le conjoint va lui dire « Mais tu sais pourtant, mon chéri, ma chérie, nous t'aimons tous dans cette famille. » Et l'autre va redoubler de colère. Pourquoi ? Parce qu'il se sent coupable d'être en colère en plus contre des gens qui lui proclament leur compassion. C'est ce que j'appelle le syndrome de la Saint-Barthélemy. Le roi de l'époque, Charles IX, était en fait le moins anti-protestant des rois catholiques de l'époque, pendant les guerres de religion. Alors quand il décide de la Saint-Barthélemy, il a une phrase qui est terrible. Il dit maintenant, tuez-les tous, pourquoi ? Pour qu'il n'en reste aucun pour me le reprocher. C'est cette fameuse culpabilité des gens qui sont en colère, à qui on fait une politique de compassion. L'inverse n'est pas mieux. Vous avez quelqu'un qui vient de perdre sa sœur, son frère. Vous venez de sortir avec cette personne. Et par pudeur, vous lui dites, c'est pas tous les jours qu'on perd un membre important de sa famille. Alors si tu veux bien, eh bien, on va pas se voir pendant quelques jours. Je te laisse à ta tristesse, que je comprends. Et si tu veux bien, nous reprendrons notre relation un peu plus tard. Eh bien, 20 ans après, cette personne peut vous le reprocher. Tu vois, quand j'ai eu besoin de toi, eh bien, en fait, tu t'es défilé. Souvent, par timidité, par pudeur, nous disparaissons face à la tristesse des gens qui, en fait, ont besoin de nous. Autre inversion, vous avez des gens qui vont, face à des personnes en peur, utiliser des outils, en fait, de compassion. À une époque, je faisais du parachutisme, de la chute libre, et je me souviens à mon premier saut en chute libre, avec des amis, petit club de province, très amical. Un de mes amis s'avance vers moi et me dit « Tu sais François, on est tous avec toi, on sait ce que c'est, on forme une bande d'amis, on t'aime, tu fais partie de l'équipe. » En fait, ça m'a énervé. Je ne pensais qu'à une chose, c'était revenir à l'objet, vérifier mon parachute. Et je devais subir la glu des sentiments de quelqu'un qui me distrayait de ma sécurité par l'objet. Inversement, vous êtes triste, par exemple, vous venez de perdre votre emploi. Et votre conjoint vous dit « Mais je ne comprends pas, tu as bien négocié ton départ. Tu as une indemnité transactionnelle sur 2 ans. Alors pourquoi tu es triste ?» La personne ne comprend pas que la tristesse n'a rien à voir avec des avantages matériels qui ne sont là que pour rassurer. Et la personne va lui répondre « Mais ce n'est pas le problème. Le problème, il est que quand je te regarde, quand je regarde ma fille, quand je regarde mes amis, quand je me regarde devant une glace, je ne sais plus qui je suis. J'ai des états d'âme. Je me perds dans la tristesse. Ça n'a rien à voir avec l'indemnité transactionnel que j'ai négocié. Voilà quelques exemples où il faut faire particulièrement attention à la bonne gestion de ses sentiments au bon moment. En quelque sorte, faites une gestion non émotionnelle de vos émotions et de celles des autres. Merci à vous et à bientôt.